Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le pape François en Corse, à Ajaccio, devant des milliers de fidèles le dimanche 15 décembre. Il est venu sur l'île pour parler de la piété populaire, la ferveur des fidèles. Ce déplacement a beaucoup fait parler en France parce que le chef de l'Église catholique avait refusé d'assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris 8 jours plus tôt. Pourquoi ce choix ? Qui est le cardinal corse qui a travaillé en coulisses à cette visite, la première d'un pape sur l'île de Beauté ? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec Thomas Poupeau, journaliste au service Société du Parisien. Il est en charge des religions et il a couvert cette visite du pape François en Corse. Thomas Poupeau, décrivez-nous Ajaccio le dimanche 15 décembre, quelques heures avant d'accueillir le pape François. À Ajaccio, ce jour-là, il y a une sensation de calme avant la tempête. La ville est bouclée depuis 5 heures du matin par les forces de l'ordre. Il y a 2000 policiers et gendarmes qui circulent dans la rue. Il y a des hélicoptères. D'ailleurs, c'est à peu près le seul bruit qu'on entend, des hélicoptères. Il y a les bateaux de la Marine nationale qui patrouillent sur le golfe d'Ajaccio. Il y a même des plongeurs militaires qui sont dans l'eau, qui surveillent. Et moi, je suis sorti de mon hôtel vers 7h et quelques personnes commençaient à se masser le long des barrières sur le cours Bonaparte. C'est cette grande avenue qui file de l'aéroport au centre-ville. On était là 2 heures avant l'arrivée du pape. Il y avait quelque chose dans l'air à ce moment-là ? Oui, il y avait quelque chose dans l'air. On avait assisté la veille, le samedi, aux répétitions de la messe. On voyait les gens dans les rues qui préparaient leurs panneaux, leurs drapeaux. Donc il y avait une sorte de fièvre qui montait très très fort et on savait qu'on allait assister à un moment dingue. Dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter cette visite et ses coulisses avec l'importance d'un homme que vous avez interviewé pour Le Parisien, le cardinal d'Ajaccio. On va y revenir. Mais d'abord, rappelez-nous qui est le pape François. Il a été élu par les autres cardinaux en 2013. Au départ, c'est un prêtre originaire d'Argentine. Il fait partie de l'ordre des jésuites. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il soit jésuite ? Ça implique qu'on fait vœu de pauvreté et qu'on porte énormément d'attention aux plus pauvres. Et on porte sur soi cette façon de faire. Dès qu'il est arrivé sur le trône pontifical, François il a décidé de s'installer à la résidence Saint-Marthe, qui est une espèce de petite cellule très modeste, à côté des appartements pontificaux qui, eux, sont très tout en dorure et dont il n'a pas voulu. Et ça dessine toute la ligne de son pontificat, portée vers les plus pauvres et les plus humbles. Depuis qu'il est pape, est-ce que François est considéré comme un réformateur au niveau de la société ? Alors, disons qu'il est progressiste sur certains thèmes comme la place des femmes dans l'Église ou la question homosexuelle. Il essaye d'impulser un changement. Il a produit notamment un texte qui ouvre la voie à plus de femmes, à plus de laïcs. Et il ouvre aussi le dossier de la bénédiction des couples homosexuels. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des changements ? Beaucoup moins qu'on aurait pu l'imaginer. Les femmes peuvent toujours pas être prêtres, les homosexuels ne peuvent toujours pas se marier à l'Église. S'il est progressiste et qu'on peut facilement le classer à gauche, à rebours d'une Église conservatrice, il reste farouchement anti-avortement, anti-euthanasie. Finalement, il suit le dogme de l'Église. Le pape François était venu jusqu'ici à 2 reprises en France, à Strasbourg en 2014 et beaucoup plus récemment à Marseille en 2023. C'était au mois de septembre 2023. D'abord, pourquoi est-ce qu'il vient à Marseille ? Parce que Marseille coche beaucoup de cases de ce qu'il apprécie. C'est une ville qui est multiculturelle, qui est populaire et surtout c'est une grande ville de la Méditerranée. Donc pour lui, c'était l'endroit idéal pour braquer les projecteurs sur le drame des migrants qui est l'une des grandes priorités de son pontificat. Il célèbre une messe le samedi 23 septembre devant 60 000 personnes au stade Vélodrome, le stade de l'OM. Qu'est-ce qu'on retient de cette messe ? On retient la forme déjà, il y a 60 000 personnes extrêmement enthousiastes qui acclament le pape dans un stade qui est mythique, le Vélodrome. On retient le tifo, c'est cette espèce d'énorme banderole déployée par les ultras, les supporters de l'Olympique de Marseille, sur laquelle on voit le visage du pape François, la basilique Notre-Dame de la Garde, qu'on surnomme là-bas la Bonne Mère, et puis le pape qui fait son tour en papa mobile autour du stade. Sur le fond, le pape, devant Emmanuel Macron, devant Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, il va lancer un signal d'alarme au sujet des migrants qui meurent en mer, et il a cette formule, il qualifie la Méditerranée de cimetière. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza.
Cette année 2024, au mois de septembre, alors que la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris approche, Notre-Dame rénovée 5 ans après l'incendie qui l'avait dévastée, le pape François fait savoir clairement qu'il ne viendra pas à la cérémonie. Oui, il le dit en ces termes, je n'irai pas à Notre-Dame, à une journaliste qui lui pose la question dans l'avion, qui est un avion de retour d'un voyage en Asie. En réalité, dès le début de l'année, il avait répondu qu'il ne viendrait pas à Laurent Ulrich. Laurent Ulrich, c'est l'archevêque de Paris, c'est lui qui s'occupe de la réouverture de Notre-Dame. Il lui avait envoyé un courrier, il lui avait même demandé par oral à Rome, et à chaque fois, le pape a répondu non. Est-ce qu'on sait comment réagit Emmanuel Macron dans les semaines et les mois qui suivent ? Alors, il n'y a pas de parole officielle. En revanche, en coulisses, on sait que ça a été mal compris, très mal vu. L'Élysée avait formulé une invitation tout à fait officielle, à laquelle le Vatican a répondu par la négative. Et puis, on sait que Emmanuel Macron s'entend bien avec le pape François. Il le tutoie, ce qui n'est pas le cas de tous les chefs d'État. Ils se sont vus à 5 reprises durant la présidence d'Emmanuel Macron. Donc, il y avait une forme de déception quelque part. Le 10 novembre, le président de la Conférence des évêques de France essaie d'expliquer le choix du chef de l'Église catholique. Oui, le président de la Conférence des évêques de France, c'est un peu le boss des évêques, il s'appelle Éric de Moulin-Beaufort. Et il a eu cette déclaration, il dit en substance, il n'a jamais été question que le pape vienne à Notre-Dame de Paris, parce que la vedette, c'est la cathédrale. Sauf que, en réalité, c'est faux. L'Élysée a invité le pape, l'archevêque de Paris a invité 2 fois le pape, et à chaque fois, la réponse a été non. Donc il a bien été question, à un moment donné, qu'il vienne. Au-delà de ce que dit ce jour-là le chef des évêques, est-ce qu'on sait pourquoi, au fond, le pape François ne veut pas venir à Notre-Dame ? Il l'a dit dès le début de son pontificat, ce qui l'intéresse, ce sont les périphéries. C'est son expression. Les périphéries, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont les territoires qui sont loin des grandes métropoles. C'est un peu la terre des oubliés. C'est aussi une expression qu'il utilise souvent. Quand il était venu à Marseille l'année dernière, il avait eu cette formule, il avait dit « Je viens à Marseille, pas en France ». C'est très clair, Marseille, c'est une ville multiculturelle, populaire, sur un bord de Méditerranée, tout au sud de la France, alors que Paris, qui est donc la capitale de la France, représente pour lui une église qui a peut-être moins besoin de lui, moins besoin du pape. Pour être clair, le pape François, lui, il n'a rien dit après la polémique qui a suivi le fait qu'il ne vienne pas à Notre-Dame de Paris. Non, à part le fait de dire qu'il n'irait pas à Notre-Dame de Paris, il n'a absolument pas fait de commentaires sur cette polémique. De toute façon, il en fait rarement. À la même période, on apprend que le pape François va bien venir en France, à peine 8 jours après cet événement, mais en Corse. Derrière cette venue en Corse, il y a un homme, c'est le cardinal d'Ajaccio, François-Xavier Bustillo. D'abord, qui est-il en résumé ? C'est un homme de 56 ans, il est très grand, il fait 1m90, il a des origines espagnoles, et ça fait 3 ans qu'il est l'évêque d'Ajaccio, 1 an qu'il est cardinal, et c'est un franciscain, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'ordre religieux créé par saint François d'Assise, qui est le saint des pauvres. Donc évidemment, il a ça en commun avec François, d'énormément se préoccuper des personnes fragiles, des personnes pauvres. Le pape François a décidé de faire de lui un cardinal. Dans la religion catholique, on dit qu'il l'a créé cardinal. Les cardinaux sont tout en haut de la hiérarchie de l'Église, ils sont juste sous le pape, ils l'assistent. Et ce sont eux d'ailleurs qui, le moment venu, élisent le nouveau pape, l'un d'entre eux. Et ce jour-là, le samedi 30 septembre 2023, quand François-Xavier Bustillo devient cardinal, des centaines de Corses font le déplacement à Rome pour l'acclamer. Oui, ça c'est du jamais vu sur la place Saint-Pierre au Vatican, donc en extérieur, devant la basilique Saint-Pierre où le pape crée les cardinaux. Au moment où il pose le galero, c'est ce petit chapeau rouge carré à gland, sur la tête de François-Xavier Bustillo, il y a une énorme clameur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et ça, ce sont les Corses, ils sont plus de 800 à être venus, à s'être déplacés exprès pour assister à l'événement. Et on dit même que le pape a été extrêmement surpris, extrêmement ému de cette clameur et que ça fait partie des raisons qui l'ont motivé, convaincu de venir en Corse. Le pape François s'entend bien avec ce nouveau cardinal, François-Xavier Bustillo, et il a même fait traduire en italien un livre qu'il avait écrit. Eh bien, c'est un livre qu'a écrit le cardinal Bustillo sur la vocation des prêtres et on est juste après le rapport de la SIAZ qui révèle les abus sexuels de l'Église. Il y a un déclin des vocations, l'Église en gros se porte mal et dans son bouquin, Bustillo, il donne le manuel du parfait curé. Voilà, il faut être enthousiaste, il faut vivre ça avec passion.
Et ça séduit complètement le pape François qui le fait traduire en italien en 1000 exemplaires et qui le distribue à autant de prêtres à Rome. Donc François-Xavier Bustillo est considéré comme un exemple par le pape François. En clair, il est devenu un peu le chouchou du pape? Alors c'est sûr qu'il a la cote. Bustillo coche énormément de cases qui plaisent à François. Le lundi 9 décembre, vous rencontrez le cardinal Bustillo pour une interview pour Le Parisien. D'abord, il est comment dans cette rencontre? Alors déjà, il était très tôt le matin, il était dans le hall du journal et en fait, je ne l'ai pas reconnu. Je suis passé devant ce grand bonhomme d'1,90 m qui paraît gigantesque, qui est très athlétique, qui est très mince. Ce qui frappe en premier chez lui, c'est qu'il ne ressemble pas vraiment à l'image qu'on a d'un évêque ou d'un cardinal. Et pendant l'interview, il apparaît hyper serein. On est à moins d'une semaine du déplacement du pape. Il a un ton extrêmement détendu, avec son accent espagnol. Voilà, il y a les R qui roulent et on a vraiment l'impression qu'il a hâte d'y être. Est-ce qu'il vous explique comment il a réussi à convaincre le pape de venir sur l'île de Beauté? En fait, il me dit qu'il a fait comme tous les évêques du monde, c'est-à-dire qu'il lui a demandé en personne « Je voudrais que tu viennes dans mon diocèse, chez moi, en Corse ». Tout simplement, ça s'est passé comme ça, une demande à l'oral. Et finalement, en septembre, les équipes du pape sont venues vers lui en lui disant « Oui, peut-être, il va peut-être venir ». Et quelques semaines après, dans le courant du mois d'octobre, il a eu la confirmation définitive par les services du Vatican et pas par le pape en personne. Et est-ce qu'il a eu peur de froisser les autres cardinaux en réussissant ce coup d'éclat? Quelques jours avant l'officialisation, il y avait l'assemblée plénière des évêques à Lourdes. C'est en gros la grande réunion des évêques de France. Et tout le monde, évidemment, ne parlait que de ça. Et plusieurs évêques que j'ai contactés en off m'ont expliqué que lui, sur place, le cardinal Bustillo, au milieu de tous ses frères évêques, il avait qu'une seule préoccupation, c'était que personne ne vive mal le fait que le pape vienne chez lui et pas notamment à Notre-Dame ou pas ailleurs. C'était un peu la star du moment, mais une star un peu angoissée que les autres vivent mal son moment de gloire, en fait. Donc concrètement, il a essayé de leur expliquer les choses pour que ce soit bien perçu, c'est ça? Oui, il a fait un peu de service après-vente, il a expliqué la démarche de son voyage et puis surtout, il s'est assuré auprès de chacun des évêques que ce voyage était bien vu. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le jour J, le dimanche 15 décembre, le pape François vient donc en visite à Ajaccio. Il a près de 88 ans, son anniversaire c'est le 17 décembre. Il souffre de plusieurs problèmes de santé. Quand il n'est pas dans sa voiture, la célèbre Papa Mobile, il se déplace en fauteuil roulant. Thomas Poupeau, décrivez-nous la ferveur des Corses au passage de son cortège. Mais c'est une ferveur incroyable. Il y a... les organisateurs parlent de 100 000 personnes. Bon, en réalité, c'est peut-être un petit peu moins. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont venus de loin. Ils ont marché beaucoup parce que la ville était fermée aux voitures. Il y a beaucoup d'enfants. Ça, le pape le remarque très vite. À énormément de reprises, des parents, des mamans, des papas tendent leur enfant, parfois très jeunes. Je me souviens notamment d'un bébé qui avait une vingtaine de jours que son papa, un médecin du SAMU, tend au pape. Et là, le pape fait un signe. La voiture s'arrête et on permet au papa avec son bébé de passer et le pape bénit l'enfant en fait. Il le prend dans ses bras, il lui fait un signe de croix sur le front et tout ça se fait avec des applaudissements, une ferveur assez incroyable. Et à un autre moment, le pape François va bénir une très vieille fidèle. Oui, il est sur le cours Bonaparte, c'est cette longue avenue qui longe la mer à Ajaccio, c'est magnifique. Et à un moment, il aperçoit Jeanne qui est en fait la doyenne d'Ajaccio, qui a 108 ans et qui l'a écrit sur un grand carton qu'elle tient serré entre ses mains. Elle est assise sur un fauteuil roulant. Il fait signe au conducteur de s'arrêter et là, ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la déambulation, il se lève. Et se lever pour lui, c'est un énorme effort parce qu'il souffre du genou, il est très âgé. Mais sans doute qu'il se rend compte que cette femme, encore plus vieille que lui, mérite bien cet effort. Donc il se lève et il lui fait un signe de croix sur le front. Il lui offre même un petit chapelet avant de repartir et de poursuivre sa déambulation. Le pape François, officiellement, est en Corse pour prononcer le discours de clôture d'un colloque sur ce qu'on appelle la piété populaire. Thomas Poupeau, clairement, l'événement a été monté de toutes pièces pour justifier le déplacement ? Alors, on ne le sait pas exactement, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que cet événement coche toutes les cases. La piété populaire, c'est un des 3 grands thèmes de prédilection du pape François. Il y a l'écologie, il y a les migrants, et il y a donc la piété populaire. La piété populaire, ce sont ces manifestations de la foi catholique qui peuvent s'exprimer dans la rue. Des processions avec des statues, des chants polyphoniques. C'est la religion dans la rue, en fait. Et ça, c'est un sujet qui touche beaucoup le pape François.
Et donc, quel est son message principal dans son discours de clôture de ce colloque sur la piété populaire ? Alors, il y en a eu plusieurs, mais le principal, c'est celui d'une laïcité plus évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, il estime que ces rites qu'il a découverts, d'ailleurs en Corse, les processions dans la rue, où se mêlent des élus, des habitants, des commerçants. Il y a une crèche dans la mairie d'Ajaccio qui ne crée pas de soucis particuliers. Il voudrait que ça, ce soit le modèle de la laïcité partout, et notamment en France, où la laïcité est beaucoup plus contraignante et restreint la religion dans la sphère privée. D'où la nécessité de développer un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique. Et au-delà de ce discours, avec cette visite en Corse, le pape a aussi cherché à promouvoir donc cette piété populaire dont on parlait ? Il a cherché à la promouvoir parce qu'en fait, il braque les projecteurs dessus en disant « Regardez, là, les gens sont dans la rue, ils expriment leur foi très bruyamment et ça se passe bien ». Thomas Poupeau, avant de repartir, le pape François s'est entretenu pendant environ 3/4 d'heure avec le président français Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que cet entretien a été organisé ? Alors c'est quelque chose qui est très protocolaire. Je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, ne pouvait pas ne pas saluer un autre chef d'État, finalement le pape, qui est le chef d'État du Vatican, alors que celui-ci était en France. Leur entretien, visiblement, a porté essentiellement sur des sujets internationaux, l'Ukraine, le Proche-Orient. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de l'entretien, Emmanuel Macron a remis un cadeau. Ça aussi, c'est quelque chose de très protocolaire, de très habituel au pape François. Et c'était un livre sur la reconstruction de Notre-Dame. Donc un petit clin d'œil ou une petite pique au choix sur son absence à la réouverture de Notre-Dame. Thomas Poupeau, après coup, quand on voit les photos du cortège dans Ajaccio, ce qui frappe, c'est que le cardinal d'Ajaccio, dont on parlait, le cardinal Bustillo, est juste derrière le pape dans la papamobile. Alors ça aussi, c'est du jamais vu. Ça avait quelque chose d'utile sans doute parce que le cardinal Bustillo parle espagnol, comme le pape François, donc il pouvait lui traduire ce que disaient les gens. Et puis c'est aussi sans doute un souhait du pape François qui voulait montrer d'une certaine manière à la face du monde entier le visage de ce cardinal qu'il apprécie tant. Et pour lui, pour le cardinal Bustillo, j'imagine que ça a dû être un moment très spécial. Oui, un moment très spécial, ça se voyait à son visage, il était tout sourire. Et je pense qu'en plus, il était quasiment autant applaudi que le pape François. C'est dire sa notoriété dans sa ville. Thomas Poupeau, le cardinal Bustillo, aujourd'hui, il fait partie des quelques cardinaux qui sont considérés comme des candidats potentiels pour la prochaine élection du pape. Oui, il faut d'abord dire que son voyage en Corse, où il a affiché une complicité très forte avec le pape François, a vraiment braqué les projecteurs sur lui. Et puis c'est un homme qui est plutôt dans la ligne du pape François, donc c'est un énorme avantage puisque les 140 cardinaux qui vont voter pour le prochain pape ont été nommés par François, donc sont aussi dans cette ligne-là. Et puis il y a aussi son charisme, sa personnalité un peu solaire et son sens politique. C'est quelqu'un qui sait flatter les uns, les autres, même ceux qui ne sont pas de son bord. Et ça, c'est certain que ça peut jouer pour lui. Quand vous l'avez interviewé pour Le Parisien, vous avez parlé de ça avec lui, le fait qu'il fait partie des candidats potentiels pour être le prochain pape ? Oui, ce qui est rigolo, c'est que la première chose qui vient, c'est un soupir, comme si la question l'ennuyait. Et puis très vite, en fait, il déroule une forme de programme de candidats sur ce que devrait être l'Église selon lui. Donc évidemment, on comprend très vite que l'idée peut-être un jour de devenir pape existe dans un coin de sa tête. Merci Thomas Poupeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Clara Garnier-Amouroux et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis on vous invite également à écouter Crime Story, le second podcast du Parisien. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.